Manon Garcia, on ne n'est pas soumis, on le devient. Pourquoi dites-vous d'emblée, de rechef, dès le début de votre livre, que la soumission est un sujet tabou en philosophie? Parce que, donc moi j'ai fait ma thèse sur ce concept de soumission. J'ai décidé de faire de ma thèse un essai conceptuel d'abord sur ce concept de soumission. Et c'est vrai que en philosophie, en réalité, on a deux concepts qui s'en approchent, qui sont la servitude et le masochisme, donc la Boétie d'un côté, Freud de l'autre, mais que la perspective habituelle qu'a la philosophie sur le pouvoir, en tout cas jusqu'à Foucault, et à l'unique exception de la Boétie, est une perspective descendante et une perspective qui adopte d'une certaine manière toujours le point de vue des dominants. Que ce soit pour conseiller le prince comme Machiavel ou pour analyser le pouvoir, même chez Marx, c'est quand même la question, c'est de savoir comment se passe la domination sociale. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de renverser la perspective sur le pouvoir. C'est-à-dire, au lieu d'adopter le point de vue de celui qui a le pouvoir, adopter le point de vue de celles et ceux qui ne l'ont pas, et sur qui, en tout cas, notre perspective habituelle, c'est de se dire, c'est sur eux que le pouvoir s'exerce. Mais est-ce que ça veut dire... Parce que ce que je trouve intéressant dans l'idée que le pouvoir s'exerce sur des gens, c'est qu'on a une espèce de présupposé de passivité des gens sur qui le pouvoir s'exerce, comme s'ils ne faisaient rien. En même temps, dans le verbe français « se soumettre », comme il est pronominal, il y a une forme d'activité dans le fait de se mettre sous les ordres de quelqu'un. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment un paradoxe là, une tension entre la passivité de celui sur qui le pouvoir s'exerce et l'activité qui est celle de se soumettre volontairement, donc faire une action de passivité. Donc je trouvais que ça c'était quelque chose d'intéressant et qui n'est pas conceptualisé comme tel, précisément parce que je pense qu'il y a quelque chose de la difficulté logique dans l'idée d'activité dans la passivité. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un tabou moral de la question de la soumission à partir, je dirais, des philosophies du droit naturel. Parce qu'à partir du moment où on présuppose que la liberté est une qualité naturelle de l'homme, la soumission devient un renoncement à la nature de l'homme qui est en fait supposée bonne. Et moi, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que en fait, on est un peu rousseauiste sans le savoir. On a cette idée que la soumission est une aliénation de soi, que cette aliénation de soi va contre la nature des êtres humains, et que par conséquent, c'est forcément une faiblesse, une faiblesse et une forme d'immoralité. Et en même temps, quand on adopte une perspective féministe ou intéressée à la place que la philosophie donne aux femmes ou que la pensée donne aux femmes, pendant très longtemps, on a invité les femmes à la soumission, que ce soit théologiquement ou chez ce même Rousseau. Et moi, je suis très influencée par Rousseau, dont j'aime énormément le contrat social, et d'ailleurs l'Émile aussi, et les discours. C'est un de mes philosophes et écrivains préférés. Et je trouvais que c'était passionnant de voir, pour la lectrice de Rousseau que j'étais, cette interdiction de la soumission dans le contrat social, et le livre 5 de l'Émile de l'autre côté, qui disait que pour les femmes, il n'y a pas d'autre nature et pas d'autre ambition à avoir que celle de la soumission. Et donc, mais en même temps, il n'en fait pas un concept. Il dit juste, ben voilà, en fait, les femmes sont du côté de l'affect, du côté du non-conceptuel, et donc du côté de la soumission. Donc, en fait, c'est intéressant comme je trouve que c'est pas simplement qu'on parle pas de la soumission, c'est que on fait de la soumission la chose des femmes, et donc et on considère que la sphère des femmes est la sphère du non-conceptuel. Et donc la soumission, c'est du non-conceptuel parce que c'est un truc de femme. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment intéressant
de s'y attacher. Et bon, moi, je propose vraiment une analyse de la soumission féminine, mais ma thèse, dans mon livre, je ne parle quasiment que de soumission féminine, mais ma thèse a une ambition plus large, de réfléchir à qu'est-ce que c'est que de consentir à sa soumission et de construire un concept de soumission au sens large. Et je pense que même pour penser les dominations sociales, les problèmes de domination au travail, il y a plein d'endroits où on peut utiliser un concept de soumission qui nous permettent de voir les hiérarchies sociales autrement. Et d'une manière... Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est émancipateur, parce qu'en réalité, à s'intéresser au point de vue de la soumission et pas simplement à celui de la domination, on s'intéresse à ce que font les gens sur qui du pouvoir s'exerce. Alors, précisément, et là, on passe un peu de la philosophie à l'observation, à la sociologie, vous dites, à la suite de Simone de Beauvoir, et à la suite de son concept de situation, que finalement, pour penser le fait de se soumettre, pour penser ce pouvoir-là, il faut penser le quotidien, il faut penser l'ordinaire. Et c'est à partir, en un certain sens, de cet ordinaire qu'on peut, plus ou moins, savoir comment telle ou telle femme s'est soumise ou se soumet. Oui, mais alors, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que je pense qu'on a... on peut voir ça comme relevant de la sociologie, alors qu'au fond, pour moi, c'est l'essence même de ce que c'est que la philosophie, cette question de l'ordinaire. C'est-à-dire que je pense que quand Socrate se demande qu'est-ce que la vertu, il se demande ce qui, dans notre vie ordinaire, nous permet de faire surgir cette idée de la vertu. Donc, moi, je suis vraiment convaincue, s'il y a quelque chose dont je suis convaincue sur ce que c'est que la philosophie, c'est que la philosophie essaye de problématiser des choses de ce qu'il y a de plus ordinaire, et qu'en fait, au moment où Beauvoir, elle s'intéresse à l'expérience vécue des femmes, elle ne s'y intéresse pas du tout en sociologue, mais en phénoménologue. C'est-à-dire que, au fond, quand Husserl il se demande ce que c'est que d'avoir une main droite et une main gauche, ou ce que c'est qu'une table, il se demande ce que c'est que l'expérience ordinaire de percevoir une table. Et elle se demande ce que c'est que... Enfin, elle utilise vraiment le concept d'Erlebnis qui vient de Husserl. Et donc, son intérêt, c'est vraiment de dire, voilà, comment proposer une analyse en première personne. Donc, dans le premier volume, elle fait une analyse en troisième personne, mais dans le second volume, qui est consacré à l'expérience vécue des femmes, son souci, c'est comment faire surgir une expérience en première personne de ce que c'est qu'une femme, puisque sa question, qui est vraiment une question philosophique par nature, c'est qu'est-ce qu'une femme? Donc, au fond, elle est socratique, elle pose vraiment la question de qu'est-ce que... voilà, et donc c'est une question d'essence, mais elle ne veut pas répondre... Elle dit, voilà, on va... Et c'est en ça qu'elle est existentialiste, c'est qu'à la question d'essence, elle dit, ce qui est important, c'est l'existence des femmes. Donc leur expérience vécue, c'est pas... on va pas pouvoir faire un précipité définitionnel de ce que c'est qu'une femme, il va falloir montrer la diversité des expériences vécues des femmes pour répondre à cette question d'essence. Alors, je pose ma question différemment. Cette diversité d'approche, chez Simone de Beauvoir, et si j'ai bien compris aussi chez vous, elle inclut néanmoins, oui. Par exemple, Simone de Beauvoir parle des femmes et la politique. Alors, elle fait référence aux antidéréfusardes, aux gaullistes. De même, quand elle parle de l'amour, elle fait référence à des textes littéraires, que ce soit ceux de Colette ou de Madame de Staël. Donc, il y a presque une approche anthropologique un petit peu de... Oui, c'est sûr. Et c'est ça que je trouve... En fait, je trouve ça très intéressant parce que on parle beaucoup de... Voilà, on a pu parler du lien entre Beauvoir et Descartes, bon, surtout du lien entre Beauvoir et Sartre. Mais il y a un lien qui, à mon avis, n'est pas fait, alors qu'il est très intéressant, c'est le lien entre Beauvoir et Rousseau. C'est que Beauvoir est une grande lectrice de Rousseau.
et que son entreprise mémoriale, elle est réellement influencée par Rousseau. Son idée, c'est de dire je vais faire comme Rousseau dans les Confessions. L'idée, c'est de présenter une vie dans sa singularité pour, en fait, partir du singulier pour aller vers le général au lieu de faire des généralités. Et je pense qu'il y a quelque chose de très proche dans la seconde partie du deuxième sexe et dans l'Émile, par exemple, qui est vraiment un projet anthropologique de décrire à partir de... Alors, l'Émile est normatif, donc c'est pas le cas du tout du deuxième sexe, ou en tout cas pas directement, mais cette idée de peindre, au lieu de peindre l'homme, de peindre la femme, et de dire quelque chose à partir d'une multiplicité d'expériences individuelles, de dire quelque chose de ce que c'est que l'existence des femmes, et donc en effet un projet philosophique qui est profondément anthropologique. D'accord. Est-ce que vous pouvez rebondir sur cette phrase que j'aime beaucoup de Simone de Beauvoir, quand à un moment, justement parlant de l'amour, et vous le reprenez à votre compte, le mot amour n'a pas la même signification pour l'un et l'autre sexe, et il y a cette phrase de Beauvoir, là, à un moment, elle dit « la femme est déguisée en femme ». Est-ce que c'est une phrase qui résonne pour vous ? La femme est déguisée en femme. C'est une belle expression, je trouve. En tout cas, je pense que c'est ce qu'elle dit dans « On n'est pas femme, on le devient », et ce que je dis aussi en disant « On n'est pas soumise, on le devient », c'est que il faut distinguer en réalité la femelle, enfin ce qu'il y a de biologique, qui existe. Beauvoir fait partie de ces gens qui pensent qu'il y a des vraies différences biologiques entre les hommes et les femmes et qu'il faut les prendre en compte, mais que, en fait, ce qu'on appelle une femme, c'est normatif comme énoncé. C'est-à-dire qu'elle le dit dans l'introduction du deuxième sexe, elle dit, voilà, on entend des gens dire « il n'y a plus de vraies femmes, où sont passées les femmes ?» Voilà, on peut penser à Patrick Juvet, mais je pense que c'est un anachronisme. Mais, et en fait, du coup, il faut se déguiser en bonne femme, donc jouer le jeu. En fait, être une femme, c'est jouer un certain jeu. Et après, je pense que les études contemporaines sur les masculinités montrent que les hommes aussi se déguisent en hommes, mais la spécificité de se déguiser en femme, c'est se déguiser en quelque chose qui nous nuit. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que souvent, on me dit, mais quand même, il y a des normes sociales de la masculinité tout autant que de la féminité, ce qui est vrai. Mais un homme qui prend à son compte les normes sociales de la masculinité se force à être une sorte d'Indiana Jones, aventurier, je sais pas quoi. C'est une norme parmi d'autres de la masculinité, mais va être valorisé d'avoir suivi ces normes de la masculinité. Alors que ce qui est très intéressant dans les normes de la féminité, c'est que même la femme qui s'y attelle avec le plus d'efforts, premièrement, ce sont des normes qui sont contradictoires et donc inatteignables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois faire du 34 et du 95E et être une businesswoman et une femme au foyer. On ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible. Mais quand bien même on le pourrait, en fait, les femmes... on le voit dans la langue française, les femmes qui jouent le jeu à fond de la féminité sont celles qu'on appelle des potiches, des ravissantes idiotes. Donc en fait, une fois qu'elles ont tout fait bien, on leur dit « Ah ouais, mais en fait, elles ne sont pas libres. » Et on vit dans une société qui est libérale au sens philosophique et où, en fait, elles sont punies d'avoir suivi ces codes qui sont, à mon sens, des codes de la soumission, parce qu'on leur dit « mais la soumission est un renoncement à la liberté ». Et donc, d'une certaine manière, les normes sociales qui s'appliquent aux femmes sont comme un double bind. De toute façon, on perd. Ou bien on perd parce qu'on ne joue pas le jeu de la féminité, donc même si on est libre, on va être pénalisé de ne pas être une vraie femme. Ou bien on se déguise en femme, mais le costume de ce déguisement, c'est un costume qui est méprisé d'une certaine manière. Alors, ça serait quoi précisément pour vous aujourd'hui le consentement des femmes à leur soumission, dans la mesure où
vous venez de le souligner, le consentement à la soumission, ça va de pair avec une certaine forme d'angoisse devant la liberté. Alors, ça serait quoi aujourd'hui, précisément? Alors, moi, je choisis le terme de consentement. C'est un terme qui est problématique parce qu'il est souvent flou, mais je le choisis par contraste avec le concept de choix. C'est que je pense qu'il faut tenir ensemble le fait qu'il y a une forme d'agentivité et donc de responsabilité morale des femmes dans le choix qu'elles font de se soumettre, et qu'en même temps, ce n'est pas un choix au sens où on l'entend habituellement, comme on a le choix entre du thé et du café, puisque la soumission est le programme proposé aux femmes. Et c'est pour ça que je pense que la philosophie existentialiste est intéressante, parce qu'elle permet de concevoir la liberté non pas comme quelque chose avec laquelle on est, mais quelque chose une chose pour laquelle il faut se battre, et un projet d'une certaine manière. Or, ce projet-là, qui vient avec toute une série d'angoisses et de tentations de ne pas suivre ce projet, elle n'a pas le même coût pour les hommes et pour les femmes, précisément puisque les normes sociales des hommes les invitent à ne pas avoir trop peur de la liberté, alors que les normes sociales des femmes leur disent être une bonne femme, c'est ne pas faire ce choix de la liberté. Et donc, le risque encouru et les angoisses traversées par la quête de la liberté sont beaucoup plus grandes chez les femmes. Donc, ce que j'entends par là, si on veut donner des exemples concrets, c'est que je pense que, par exemple, une femme qui décide d'écrire des livres, par exemple, ou, je sais pas, de devenir astronaute. Bon, ben, elle sait que, en décidant de devenir astronaute, elle va pas pouvoir passer son temps à avoir des enfants et leur préparer des pique-niques et mettre des fleurs dans sa maison et tout ça. Et donc, elle sait qu'on va lui faire payer le fait de ne pas jouer le jeu de la féminité sur plein de choses. Et donc, il va falloir qu'elle réussisse vraiment comme astronaute pour que ça évalue la peine. Et donc, il y a l'idée que... Il y a cette idée, moi je trouve que c'est utile de faire appel à l'économie pour penser ça comme un calcul coût-bénéfice, et où les normes sociales font que le coût est beaucoup plus élevé. Alors qu'un homme qui aurait bien envie d'être astronaute, il se dit aussi, voilà, c'est bien d'être à la maison et d'avoir les copains et de pas trop prendre le risque d'aller sur Mars un jour, mais il sait que s'il y arrive à aller sur Mars, tout le monde va être... vraiment content et va trouver qu'il a bien fait. Et on va pas lui dire, mais quand même, pendant que tu es dans ta navette spatiale, tes enfants, ils ont pas de pique-nique. Donc, il n'y a pas de culpabilisation de la quête de la liberté. Mais en même temps, vous soulignez l'ambiguïté de la soumission, donc, et vous dites qu'il peut y avoir quelque chose de plaisant dans la soumission. Alors, qu'est-ce que vous dites à une femme qui trouve plaisant de se soumettre Mais je pense, mais c'est ça, moi, c'est une des ambitions grandes de ma thèse, c'est que quand je dis qu'il y a un tabou philosophique sur la soumission, je pense qu'un des grands tabous sur la soumission, c'est de ne pas mettre en lumière les avantages tirés à se soumettre. Or, en fait, quand on y réfléchit, c'est évident que les dominations sociales qui marchent bien sont des dominations qui s'attirent des complicités. Et que pour s'attirer des complicités, il faut que... je veux dire, les gens ont quand même un certain sens de leur intérêt. Il faut qu'ils soient valorisés de leur complicité d'une manière ou d'une autre. Et je pense que la soumission féminine est un très bon exemple de ça, où, d'une part, les femmes sont valorisées socialement. Une femme qui va être jolie, mince, qui va sourire, qui va être très à l'écoute, empathique, altruiste, etc., elle va être sans cesse valorisée.
on va tout le temps dire que, ah voilà, alors elle, c'est vraiment une bonne mère, c'est une bonne épouse, ah c'est pas comme ces autres où il faut pas s'étonner que leur mari les quitte, mais elle a vraiment... Donc il y a toute cette pression sociale-là et la dimension intériorisée de ce truc-là qui est le plaisir altruiste aussi. Moi, je pense qu'il faut pouvoir penser le plaisir de repasser les chemises de son compagnon, préparer un très bon déjeuner de famille, avoir bien organisé les vacances pour que tout le monde soit content. Et ça, en fait, parfois, mon propos n'est pas bien compris. Je ne pense pas que ce soit nécessairement de l'aliénation. Ce qui est problématique, c'est que ce sont des comportements qui sont ensuite dévalorisés socialement. Alors que si on considérait que ce que les philosophes appellent le care, le fait de prendre soin des gens était quelque chose de valorisé socialement et de partager par tous, comme on trouve que le courage est une qualité, si le care était une qualité au même titre que le courage, aimer prendre soin des siens, ce ne serait pas une forme de soumission. Le problème, c'est que ces comportements-là féminins, ils sont codés d'une manière qui les rend un peu ridicules et secondaires par rapport à la vraie vie qui serait la politique, je ne sais pas, la géopolitique. Et donc, mais fondamentalement, il y a un plaisir que les femmes prennent à ces choses pour lesquelles elles sont programmées depuis qu'elles sont petites. Moi, c'est sûr que je pense que si on a joué à la dinette depuis qu'on a 2 ans, quand on conçoit aussi la vie comme un grand jeu de dinette. On fait des grands dîners, tout est joli, et puis les gens sont contents. Donc, et c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Moi, il y a un phénomène auquel je me suis un peu intéressée récemment, que je trouve fascinant, qui est le phénomène des femmes qui photographient les lunchbox qu'elles font pour leurs enfants aux États-Unis et qui les mettent sur les réseaux sociaux. Elles ont en fait des millions de gens qui les suivent sur les réseaux sociaux parce qu'elles font des lunchbox invraisemblables. Bon, parce que ça, c'est les États-Unis, il n'y a pas de cantine. Donc, les femmes doivent en plus préparer le déjeuner de leurs enfants qui vont à l'école. Et donc, ils ont ces espèces de boîtes en plastique dans laquelle tout le déjeuner doit rentrer. Et elles font preuve d'une ingéniosité et d'un sens artistique, en fait, très grand. Elles font des sandwichs, là, j'avais regardé au moment d'Halloween, en forme de citrouille, avec, donc elles colorent avec évidemment des colorants bio pour pas que ce soit mauvais pour les enfants, et qu'à la fois ce soit joli, mais que ce soit aussi drôle, et que ça leur donne envie de manger leurs 5 fruits et légumes, parce que c'est aussi équilibré, et il y a un message de passe une bonne journée, mon chéri, tu es merveilleux, je t'aime très fort. Donc on se dit, oh là là, mais tant d'énergie pour une lunchbox, c'est absurde. Et en même temps, elles transforment ça en une forme de quête esthétique. Il y a des femmes qui sont au fin fond de l'Arkansas, aux États-Unis, qui ont des millions de gens qui regardent chaque jour la lunchbox qu'elles ont préparée et la façon dont elles s'exposent publiquement comme la mère parfaite. Et elles sont valorisées pour ça. Et en même temps, entre une femme qui fait des lunchbox et quelqu'un qui fait des tableaux, on pense quand même que la lunchbox, c'est un peu ridicule. Mais donc, elles se mettent dans une... Il faut réfléchir à cette tension-là, de pourquoi on trouve ça ridicule. Est-ce que c'est ridicule de passer tant de temps à faire ça? Oui, dans les normes sociales qui sont les nôtres. Alors, autre passage essentiel, et là, j'aimerais vous entendre sur... comment vous pouvez concevoir aujourd'hui ce que doit être ou pourrait être une jeune fille, dans la mesure où vous insistez beaucoup sur le corps objectivé, sur le corps objet, et vous dites ça vraiment avec justesse, le corps est un objet avant même d'être vécu. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'au moment où la jeune fille, en fait, prend
conscience de son corps, c'est évidemment par l'intermédiaire du regard des autres, et notamment des jeunes garçons. Comment vous voyez aujourd'hui, enfin, une possibilité pour les jeunes filles d'aujourd'hui de vivre autrement ce passage de l'adolescence au début de l'âge adulte? Ce qui est intéressant, c'est que le deuxième sexe, ça date de 1949, et donc on a quand même tendance à se dire, parce que sur le plan légal, entre-temps, les femmes ont eu le droit d'avoir un compte en banque, de porter des pantalons, de conduire des voitures, donc on se dit, toutes ces analyses du corps des femmes devraient être complètement dépassées. Or, il y a des travaux de sociologues qui montrent que ça se passe exactement comme, encore aujourd'hui, comme Beauvoir le raconte. Et sauf qu'en fait, elles sont transformées en objets sexuels, pas tant, et c'est bien le problème, par leurs camarades, jeunes garçons, que par des hommes en général qui sont beaucoup plus âgés. C'est plutôt un homme de, 50, 60 ans qui dit à une toute jeune fille... un truc dans la rue, ou l'oncle lourd dans une réunion de famille, etc. Moi, je suis persuadée qu'en réalité, la solution pour que ça change, elle ne vient pas des jeunes filles et de l'éducation qu'on donne aux jeunes filles, mais de ce que les hommes se sentent autorisés à faire ou non. J'intervenais, comme je vous le disais, dans un lycée à Paris ce matin, et ça me frappait de voir que les garçons, clairement, pendant la discussion, se sont dit « Ah oui, donc en fait, parler des fesses d'une fille dans la rue, en fait, ça met la fille mal à l'aise. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des façons de le faire qui sont acceptables ? » Je pense que la question, c'est que le regard des hommes ne soit pas aussi prédateur. Parce que, au fond, la question de l'objectification, ce que je trouve intéressant, c'est que le problème, c'est pas de traiter les gens comme des... Enfin, de percevoir les gens comme des objets, et en particulier sur le plan sexuel. Parce que, il y a un article de Martha Nussbaum là-dessus que je trouve, de la philosophe américaine Martha Nussbaum, que je trouve très intéressant, qui montre que dans le rapport sexuel et amoureux, on objectifie la personne avec qui on a des rapports sexuels. Et au fond, c'est pas un problème. Et c'est bien le problème qu'a Kant avec le sexe, qui est qu'il y a une objectification de l'autre dans le rapport sexuel. Donc comment on fait pour la rendre morale si on considère que l'objectification est immorale ? Mais cette objectification, elle peut aller et venir et être à double sens. Le rapport, d'une certaine manière, le modèle du rapport sexuel harmonieux, égalitaire, c'est... je suis à la fois un objet et un sujet, tu es à la fois un objet et un sujet, et on joue de cette double identité. Prendre et donner. Prendre et donner, le désir, ça marche sous une forme objectivante. Mais ce qui est problématique, c'est que les hommes soient éduqués et autorisés à concevoir leur regard comme le seul regard d'un sujet, et à se concevoir comme pas du tout des objets, et à penser que les femmes ne sont que des objets. Et le problème, c'est de figer ces identités de sujets et d'objets, et c'est le problème que moi j'ai, et que Beauvoir a d'ailleurs dans une note de bas de page assassine pour Lévinas, qui est de dire la femme c'est l'autre avec un grand A. En fait, évidemment que pour Lévinas, la femme c'est l'autre. Lévinas, c'est un homme hétérosexuel, mais pour la femme, Lévinas c'est l'autre aussi. Enfin, et tant que c'est pas l'autre avec une lettre majuscule, et que c'est un autre, et je suis aussi un autre pour toi, et donc cette intersubjectivité qui est faite d'altérité, ça va. Et donc, tant que cette intersubjectivité, elle passe par une objectification sexuelle qui est mouvante, ça va. Le problème, c'est que le regard soit objectivant et fige dans l'objectivité, l'objectivation.